Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mardi 13 décembre avec Olivier Postelvinet, auteur de Sapiens et le climat, édition de la Cité. Bonjour Olivier Postelvinet. Bonjour. Alors, écoutez, c'est un livre, je vais vous dire, auditeur de Sud Radio, c'est un livre qui fait plaisir. Et c'est un livre qui tranquillise, au bon sens du terme. Pourquoi il tranquillise? Parce qu'il informe. Vous savez, le climat, c'est devenu l'auberge espagnole du fantasme, ça fait des années. Alors, vous entendez ce qu'on nous dit de tous les côtés. Les antis, les pros, etc. Chacun y va de son idéologie, de sa conviction, et pas question de dire autre chose. Depuis Greta Thunberg, how dare you, jusqu'à une célèbre auteure de romans policiers qui disait qu'il y aura 2 milliards de morts pour le climat, aux millions, aux dizaines de millions de migrants climatiques, ça va être absolument terrible, les villes noyées, tout cela, etc. Du matin au soir, je ne parlerai pas des chercheurs depuis le GIEC et le Club de Rome bien avant, voilà, 3 degrés de plus et on est mort, etc., etc. Et voici qu'un livre, Sapiens et le climat, qui raconte tout simplement ce qui s'est passé depuis des dizaines de milliers d'années. Olivier Postelvinet, qu'est-ce qui vous a donné d'abord le goût ou l'histoire, et vraiment c'est une bonne chose de retracer ça depuis que, pas depuis que le monde existe, mais presque. Pas depuis que le monde existe, mais depuis que Sapiens existe, c'est-à-dire que depuis l'homme, depuis nous, disons, un petit 230 000 ans. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée? C'est que je suis ces questions du climat depuis longtemps. J'ai été, entre autres activités, journaliste scientifique pendant assez longtemps. Oui. Et j'ai écrit un livre il y a quelques années pour souligner le caractère souvent exagéré des annonces faites par les climatologues sur le climat. Et alors, il se trouve que depuis environ une quinzaine d'années, je suis dans la littérature scientifique l'extraordinaire développement, les progrès spectaculaires de la paléoclimatologie, c'est-à-dire de la climatologie appliquée à ce qui s'est passé il y a très longtemps. Et ça a vraiment fait des progrès. Ça a fait des progrès extraordinaires avec des nouvelles technologies qui ont permis maintenant au fond, qui ont permis, on peut le dire, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, qui permettent de donner une nouvelle grille de lecture de grands événements de l'histoire de l'homme et de la préhistoire au regard des changements climatiques du passé. Et c'est vrai que c'est passionnant, absolument, parce qu'on découvre des choses qu'on n'imaginait pas. Alors on découvre des choses absolument inimaginables. Par exemple, quand Sapiens était encore petit, enfin, si j'ose dire, on peut dire 200 000 ans à peu près. Quand il était alors c'est plutôt aux alentours de 150 ou 100 000. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il avait déjà une centaine de milliers d'années derrière lui, ou un peu moins. Ouais. Et donc il vadrouillait en Afrique en petites bandes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu à plusieurs reprises des sécheresses absolument spectaculaires qui ont fait que les grands lacs africains, et notamment le Tanganyika, qui fait quand même 800 km de long et jusqu'à 1500 mètres de profondeur, se sont presque complètement asséchés. Ouais. Il faut imaginer, et c'est 80% des réserves d'eau de l'Afrique. Pas d'eau, rien. Plus d'eau. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a observé ce qu'on peut appeler aujourd'hui les premiers réfugiés climatiques de notre longue histoire, c'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés, on les retrouve dans des grottes sud-africaines, dans les grottes du littoral sud-africain. Ça a été la première civilisation peut-être qui a émergé à ce moment-là. Peut-être d'ailleurs justement en réaction contre des événements climatiques particulièrement lourds. Oui. Et puis alors il y a toute l'histoire, tout le monde connaît Lascaux, etc., Chauvet, Altamira, et toute cette époque des grottes ornées, c'est presque 28 000 ans d'un chaos climatique invraisemblable qu'on a peine à imaginer. 28 000 ans. 28 000 ans de chaos climatique. Vous voulez dire quoi? Des variations énormes? Avec des variations absolument énormes, c'est-à-dire des périodes glaciales, au point que les Landes étaient une toundra, qu'on trouve des oiseaux polaires dans les grottes ornées ou pas d'ailleurs. Donc en Dordogne. En Dordogne. Oui, bien sûr, en Dordogne. Parce que les hommes se réfugiaient dans les vallées profondes du sud de la France et de l'Espagne. Et puis, des périodes aussi de réchauffement. On compte dans toute cette période de 28 000 ans, 9 périodes de réchauffement très significatifs, avec des hausses de température très supérieures aux hausses que l'on connaît aujourd'hui, de l'ordre d'une dizaine de degrés, pour simplifier. Dans les mêmes régions?
Alors là, dans ces périodes de réchauffement, par exemple la France, qui était couverte de toundra et de neige pendant les périodes froides, tout d'un coup se recouvre de forêts, c'est-à-dire que le forêt de chêne. Ouais. Et on n'imagine pas, 9 fois de suite, l'Europe se recouvrant de forêts de chêne, et puis ensuite repassant à la toundra. Extraordinaire, oui. Ces variations étonnantes, oui, absolument. Et ça, c'est entre quoi et quoi, c'est 28 000 c'est 30 000 ans ou alors presque. Oui, c'est ça, pour simplifier, c'est 28 000 ans jusqu'à 13 000 à peu près. Non, 38 000 et à 13 000. Ouais. Et puis alors, justement, vers 13 000 ou un peu après, il y a un phénomène tout à fait nouveau qui s'est produit, c'est-à-dire un réchauffement, lui, alors beaucoup plus spectaculaire que le réchauffement précédent, qui a fait qu'en Europe, la température a augmenté d'une vingtaine de degrés, la température d'hiver a augmenté d'une vingtaine de degrés en quelques décennies. Ça, c'est des choses, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui au point de vue variation thermique. Oui, c'est énorme. Oui, et avec donc déjà à ce moment-là une première apparition de sociétés pré-néolithiques, pré-agricoles au Proche-Orient. Et puis, suivi par une nouvelle offensive de l'âge glaciaire terrible, qui met toutes ces pré-civilisations en quelque sorte en déroute, et ensuite un nouveau réchauffement tout aussi spectaculaire que le précédent, qui donc de l'ordre d'une vingtaine de degrés en Europe et un peu moins au Proche-Orient, qui annonce ce qu'on appelle notre Holocène, c'est-à-dire la grande période relativement calme dans laquelle nous vivons depuis 12 000 ans, l'Holocène. Alors on va reparler de tout ça, c'est absolument passionnant et ce livre vraiment raconte toute cette histoire qui est étonnante parce qu'elle permet de remettre les choses en perspective et c'est le plus important. À tout de suite. Vous le savez, chers auditeurs, vous avez la parole lors du face-à-face. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous nous appelez même pour réagir avec Olivier Postet-Vinet, auteur de Sapiens et le climat, édition de la Cité. À tout de suite sur Sud Radio. Français, je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. La Terre, le globe terrestre, et depuis 200 000 ans, depuis que Sapiens est là, et même avant, dans tous ses états, un livre vraiment à lire, un livre qui remet les pendules à l'heure et qui met en perspective surtout. Le livre d'Olivier Postet-Vinet, Sapiens et le climat, une histoire effectivement bien chahutée. Alors, Olivier aux éditions de la Cité, je rappelle. Olivier Postet-Vinet, une anecdote que, je crois, CNN, ou pas donné il n'y a pas longtemps, CNN, la chaîne américaine bien connue, et il parlait, alors, un directeur qui ne savait pas qu'il était filmé, enregistré à ce moment-là, parlait de la peur. Il dit oui, c'est vrai, mais le Covid, c'est en train de... Ah oui, ça baisse là. Il faut quand même faire peur aux gens là. Eh bien, on a un truc formidable. Quand le Covid va disparaître, il y a le climat. Alors, le climat, on a bien commencé, et là, on va y aller, alors, banco avec le climat. Et une des choses qu'on entend depuis déjà des décennies, oui, c'est l'homme qui est la cause, c'est l'homme qui est ceci, qui est cela. Alors, remettons en perspective, comme vous avez si bien fait dans votre livre, Olivier Postet-Vinet, cette espèce qui consiste à dire, ça y est, réchauffement climatique, alors maintenant on dit changement, enfin on dit tout et n'importe quoi. Comment peut-on... Alors vous citiez juste en antenne la phrase d'un écrivain ou d'un philosophe. Oh, c'est un historien et helléniste français qui s'appelle François Hartog, qui parle de notre tendance à nous accrocher à ce qu'il appelle le présentisme, c'est-à-dire qu'on est en fait on vit le nez sur le guidon du présent et on ne cherche pas à relativiser ce qu'on vit simplement en prenant une distance nécessaire. Pleine de bon sens, qui consiste par exemple à savoir ce qui s'est passé avant. Pour remettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui. C'est une tendance très forte qui, d'après lui, s'est beaucoup développée après la chute du mur de Berlin. Et dont nous serions tous plus ou moins victimes actuellement, on le voit dans toutes sortes de domaines. Alors remettons en perspective justement pour la période dite moderne. Quand je dis la période dite moderne, depuis, l'industrialisation, les 100 ou 200 dernières années, le monde dit moderne, dit contemporain. Et où on dit que là, tout s'est déréglé. Moi, je me rappelle, ça ne me rajeunit pas, mais je vous rappelle le Club de Rome, les premiers rapports du Club de Rome, le GIEC, et puis beaucoup d'autres qu'on entend du soir au matin et du matin au soir. Alors, parlons de cela, puisqu'on dit, ah oui, mais tout ça, vous voyez, c'est l'homme, l'action de l'homme sur la nature, etc., etc. Que dites-vous là-dessus ? Vos travaux vous ont fait aller vers quoi ?
Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a un petit peu comme le présentisme, mais d'une autre façon, il y a la montée d'une idéologie. Cette idéologie, on la retrouve très clairement dans les rapports au Club de Rome des années 70. Et il y a une formule que j'apprécie beaucoup et que je pense qu'il faut ressortir à chaque fois, c'est la nature a un cancer et ce cancer, c'est l'homme. Alors ça, si vous voulez, c'est la base un petit peu de l'idéologie écologiste actuelle. Je n'ai rien contre l'écologie. Il est très important de défendre l'environnement, etc. C'est pas le sujet. Mais cette idéologie, néanmoins, elle est très prégnante et on peut estimer aujourd'hui que, disons qu'elle est la grande idéologie qui fait pièce au néolibéralisme. Il y a deux grandes idéologies. Le socialisme, c'est fini. Il y a l'écologisme d'un côté, le néolibéralisme de l'autre. Alors maintenant, d'un point de vue scientifique, ce que je crois on peut contester, et je ne suis pas le seul, hein, il y a des scientifiques qui le disent de façon très claire, notamment un scientifique américain qui a écrit un livre récemment là-dessus. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de corrélation claire entre les émissions, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et la hausse des températures. Et ça, on le voit très clairement puisque dans les années 20-40, les décennies, disons, du début des années 20 à la fin des années 30, hein, c'est l'époque... Vous parlez du 20e siècle. Il y a eu une augmentation des températures qui est assez comparable à l'augmentation actuelle. Vous savez, les raisins de la colère, Steinbeck, etc., le Dust Bowl, c'est ce moment-là. Beaucoup de records de température de l'époque aux États-Unis n'ont toujours pas été battus. Certains records de température en France n'ont pas non plus été battus. Dans les années 20. Et à l'époque, les émissions de gaz à effet de serre étaient sans commune mesure avec ce qu'elles sont aujourd'hui. Absolument. Donc il n'y a pas de corrélation avec le réchauffement. Il n'y a pas de corrélation nette. Il n'y a pas de corrélation nette. Et d'autre part, on constate aussi le fait, il faut tenir compte du fait que avant la période industrielle, au pré-industriel, il y avait ce qu'on appelait la période du petit âge glaciaire, qui était une période très froide, et à partir des années 1850-1900 en gros, eh bien, on sort assez logiquement de cette période froide pour arriver à une période plus chaude. Voilà. Par ailleurs, nous savons que nous avons connu pendant notre histoire, pendant l'histoire humaine, nous avons connu des périodes chaudes qui étaient comparables à la période actuelle, voire plus chaudes. La grande période du néolithique qui a suivi le réchauffement du début de l'Holocène dont je parlais tout à l'heure, cette grande période qui a fait qu'on a inventé l'agriculture, on a inventé les villes, on a inventé la guerre, on a inventé l'esclavage, d'accord ? Eh bien, cette période-là... La sédentarisation. La sédentarisation, cette période-là, elle s'est faite à la faveur d'une période de réchauffement beaucoup plus longue et beaucoup plus significative qu'actuellement. Hein, il a fait plus chaud qu'aujourd'hui pendant plusieurs milliers d'années. Le niveau de la mer était plus élevé qu'aujourd'hui. Je pense que les glaciers... Il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Il faisait beaucoup plus chaud. Il faisait plus chaud. Beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais je pense que on peut penser que les glaciers alpins avaient complètement disparu, par exemple. Il faisait plus chaud. Et ensuite, il y a eu l'optimum romain. L'optimum romain, c'est-à-dire à l'époque d'Auguste, de l'empereur Auguste, en gros, l'optimum romain était une période dans laquelle aussi il faisait aussi chaud ou plus chaud qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'optimum médiéval, pour lequel on peut discuter la question de savoir s'il faisait plus chaud ou moins chaud, mais en tout cas, c'était une période comparable. L'optimum médiéval, là, on s'approche de Noël. Il y avait des fraises mûres. Une année, on a trouvé des fraises mûres à Liège, à Noël. Il faut imaginer quand même ce que ça signifie. Ouais. Et ça, c'était à l'époque du Moyen-Âge. Ça, c'était l'époque, oui, c'est l'époque du Moyen-Âge, c'est l'époque d'Héloïse et Abélard. Et alors donc, c'est quand même, on peut le dire, c'est une idéologie qui dit que, c'est que l'apparition, l'homme, l'industrie, etc., l'homme qui a commencé, comme vous dites, le fameux cancer, la nature a un cancer, le cancer, c'est l'homme. Et cette espèce d'opposition homme-nature est une idéologie fabriquée quand même dans ces débuts du XXe siècle, qui a commencé à fleurir. Oui, alors c'est une idéologie qui remonte assez loin. Il y a l'américain Thoreau, vous savez, Henry David Thoreau, voilà, au milieu du 19e siècle, mais qui a vraiment pris corps
qui a vraiment pris corps. Alors d'abord dans d'autres domaines de l'environnement, avec Rachel Carson sur les pesticides, etc., mais qui s'est focalisé sur le climat à partir du moment où on a établi que les émissions de gaz à effet de serre augmentaient de manière régulière. On fait des mesures prises au-dessus d'un volcan à Hawaï, et à partir du moment où on a compris qu'on a vérifié que les gaz, il s'agissait du CO2, oui, du CO2, bien sûr, augmentaient de façon régulière. À ce moment-là, on a mis la question du climat, enfin les écologistes ont mis la question du climat sur le devant de la scène. Ce qui est amusant, c'est de rappeler qu'à la suite du réchauffement des années 20-30, que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu une période de refroidissement assez sensible dans les années 50, qui a fait que beaucoup de climatologues ont pensé que la fin de notre période interglaciaire était en train d'arriver, et ils ont crié à l'arrivée d'un nouvel âge glaciaire. Il y a eu toute une époque pendant laquelle une bonne partie de la communauté des climatologues, ce que je montre dans mon livre, était convaincue qu'on arrivait, voilà. Et puis la période froide, la période de froid, comparable peut-être à ce qu'on connaît précisément aujourd'hui en Angleterre ou en France du Nord, cette période s'est arrêtée, et à ce moment-là, au contraire, les températures se sont remises à monter, et c'est à cette époque, en fait, à la fin des années 80, que le GIEC a été monté à la suite de cris d'alarme poussés par des climatologues américains. Et c'est intéressant parce que je ne dis pas que ce sont les mêmes qui disaient que la glacière... Dans certains cas, c'était les mêmes. Voilà. Oui. Bon, c'est intéressant, le retournement de veste climatique aussi, il existe. On en reparle, c'est très passionnant. L'histoire du climat avec Olivier Postel-Vinet. On reparle tout de suite après cette petite pause. Et chers auditeurs, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vos appels sont nombreux pour participer à la discussion entre Olivier Postel-Vinet, auteur de Sapiens et le climat, édition de la Cité, et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh oui, mais les carottes écologiques et environnementales ne sont pas cuites. Olivier Postel-Vinet, nous parlons de cette histoire passionnante, de ce livre passionnant sur Sapiens et le climat, depuis que Homo sapiens est apparu sur la surface de la Terre. Et justement, cette espèce de... On peut le dire, parce que dans votre livre, c'est ça qu'il y a non seulement en creux, mais vous en parlez. On a l'impression quand même qu'il y a dans cette histoire du climat, enfin que depuis en tout cas quelques dizaines d'années, encore une fois, et ça s'apparente, et on en parlait hors antenne, presque une espèce de religion, quoi. C'est une question de croyance, presque. Oui, on est tout à fait dans le domaine de la croyance. Quand on voit les jeunes qui manifestent, comme ils disent, pour le climat, les jeunes qui forcément ne connaissent rien ni à la climatologie ni bien sûr à l'histoire longue du climat, et d'ailleurs à mon avis souvent à l'histoire tout court. Je veux pas être méchant, mais quand même il y a comme une déperdition du savoir historique. Mais plus généralement, le militantisme de beaucoup de climatologues, surtout ceux qui tiennent le haut du pavé, le militantisme, hélas, de la plupart des journalistes qui écrivent sur le climat et sur l'environnement en général, et donc qui confondent les premiers militantisme et science et les deuxièmes militantisme et information. Tout ça finalement percole et atteint l'ensemble de la société, au point que l'on peut peut-être parler en effet d'un phénomène religieux. Je ne suis pas le seul à avoir évoqué cette question, mais je me suis amusé à relever les quelques points de comparaison qu'on peut faire avec une religion. Je vais aller très vite. Ouais. Il y a un texte sacré, c'est les rapports du GIEC. Il y a un dogme qui est massivement... L'évangile. Il y a un dogme qui est massivement partagé, presque, peut-être pas autant que à l'époque du Moyen-Âge pour la religion chrétienne, mais presque. Il y a un clergé, je parlais à l'instant des scientifiques et des journalistes. Il y a des grands-messes, des conciles, ce sont les COP, COP 21, 22, 23, 27, etc. Il y a une vision apocalyptique, comme souvent dans les religions. Il y a la croyance qu'un changement de comportement peut mener au salut.
C'est vrai. C'est quand même très semblable. Et puis, last but not least, il y a la répression des opinions dissidentes. Et là, si on a le temps, je citerai volontiers un communiqué de Radio France publié récemment à ce sujet. Allez-y. Non, faisons-le. Parce qu'en fait, Radio France a publié un communiqué qui s'appelle... Quand ça, Radio France, c'était fin août, le 30 août dernier. D'accord. Radio France engage un tournant environnemental, c'est à destination de ces journalistes et de ces équipes en général, mais ça a été publié en ligne, donc on peut le trouver facilement. Et le premier paragraphe, c'est « Nous nous tenons résolument du côté de la science », c'est la direction de Radio France, en sortant du champ du débat la crise climatique. Ah bon ? C'est extraordinaire. La science recommande qu'on sorte du champ du débat. En sortant du champ du débat, la crise climatique, son existence comme son origine humaine, il s'agit d'un fait scientifique établi, pas une opinion parmi d'autres. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Les journalistes de Radio France sont priés de ne parler que des moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Mais tout ce qui se passe en amont, les discussions de fond entre climatologues, c'est zéro. Oui, c'est ça. C'est la vérité révélée, et voilà, sinon vous serez excommunié, le tribunal de l'Inquisition est là. C'est fou quand même. Et c'est drôle, parce que c'est un déni absolu de ce que c'est la science. La science est débat, la science est mise en question, la science est ouverte. C'est un déni de ce qu'est la science et un déni de ce qu'est l'information. Oui, absolument. Non, mais nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Alors, pour revenir à ça, pour parler de cet homme responsable, alors en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le recul, etc., l'homme, oui, je ne dis pas que l'homme n'a rien à faire dans cette histoire, mais enfin, est-ce que vraiment cette responsabilité de l'humain, c'est lui qui a fait que la nature est devenue ce qu'elle est? Enfin bon, est-ce que ça tient vraiment, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Alors c'est naturellement, comme toujours, beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qui est vrai, c'est que d'un côté, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de manière... Le CO2, on a besoin de CO2. Le CO2, le CH4, etc., enfin le méthane, ont augmenté d'une manière qui, alors là, pour le coup, effectivement, est inédit, en tout cas à l'échelle de l'histoire humaine. Dans un passé plus lointain, si, on le retrouve, mais disons que depuis que l'homme existe, c'est inédit, donc c'est préoccupant. C'est juste. Maintenant... on oublie souvent que le principal gaz à effet de serre, c'est pas le CO2. C'est ça. Et le CO2, ça sert aussi, on a besoin du CO2. Qui sait que... Oui, bien sûr, le CO2, c'est absolument indispensable pour la respiration des plantes, etc. D'ailleurs, depuis que le CO2 a augmenté, la végétation progresse sur la Terre. Mais le principal gaz à effet de serre, c'est pas le CO2, c'est de très loin la vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau, elle joue un rôle essentiel dans le climat. Et par exemple, il existe dans le Pacifique une zone qui est une zone de mer très chaude, c'est la région la plus chaude des océans, mais une région gigantesque, qui est de l'ordre... de la surface de l'Amérique du Nord, voire des deux Amériques réunies, et cette surface chaude qui augmente, qui diminue selon les époques, crée une énorme quantité d'émissions de vapeur d'eau dans l'atmosphère qui modifie le climat. Donc c'est la vapeur d'eau qui modifie le climat plus que le gaz à effet de serre. Non, pas forcément, mais c'est vrai que le CO2, le CH4, etc., jouent un rôle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel rôle ils jouent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement, selon les climatologues sérieux, je ne parle pas de ceux qui font la une des médias, mais chez les climatologues sérieux, en fait, il y a des opinions extrêmement diverses sur l'impact actuel des émissions de CO2 et de CH4 sur le climat. Ça va de... Quel est le rôle dans le réchauffement actuel? Réchauffement qui d'ailleurs doit être relativisé, il n'est pas très important. Et dans le réchauffement actuel, il y a le rôle du CO2, il est peut-être de 5% ou peut-être de 95%, selon les uns. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'a pas les moyens de le savoir. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les gens, vous avez au moins l'honnêteté de dire on n'en sait rien, et ceux qui savent et qui ont réponse à tout n'en savent pas plus, mais font comme si, et c'est quand même assez préoccupant. Lucien, je crois que ce serait intéressant de voir ce qu'ont à en dire et nos auditeurs, quelles questions ils ont posées à Olivier Postel-Vinet. 13h40, c'est votre moment. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Et on accueille tout de suite Stéphane du Lot-et-Garonne, qui trouverait plus judicieux que les climatologues alarmistes prennent une durée plus longue que les 100 dernières années pour parler d'évolution climatique. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour André, bonjour à votre invité Monsieur Postel-Vinet, à l'équipe et aux auditeurs. Tout d'abord André, merci au multirécidiviste de la liberté d'expression que vous êtes. Merci. Je vous en veux énormément. Vous nous donnez souvent à connaître des livres et des auteurs aussi passionnants que votre invité. Je confesse que j'ai du mal à tout lire, mais je vais quand même acheter son ouvrage. Ah oui, vous devez. Franchement, Oui, il vous apprendra, il vous enseignera beaucoup de choses. Très vite avant les autres. Alors dites-moi. Monsieur Postel-Vinet, bonjour. Vous avez parlé de présentisme un petit peu plus tôt et vous avez déjà un peu répondu à la question que je voulais vous poser. Les relevés météorologiques remontent, d'après ce que je sais, vers 1900 ou peut-être un peu avant ou peut-être un peu après. Et donc la question que je me pose, c'est que de juger l'évolution du climat sur une période aussi courte qu'environ 120 ans, ça revient à se focaliser sur le dernier centimètre d'un mètre à ruban qui en ferait plusieurs mètres de long. Ne voyez-vous pas là-dessus un biais méthodologique qui invaliderait les soi-disant études les études de gens soi-disant scientifiques? Olivier Postel-Vinet. Oui. Oui, alors en fait, les études, le thermomètre a été inventé au XVIIIe siècle, hein, donc effectivement, il y a très peu de mesures sur lesquelles on peut compter jusqu'au début du XXe. Et alors, ce que font les climatologues ou les paléoclimatologues maintenant, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent des proxys en anglais, c'est-à-dire des mesures, des évaluations indirectes. Alors, par exemple, vous savez, il y a les cernes des arbres, il y a, etc. Par exemple, la limite aussi de croissance des conifères versus les feuillus dans l'hémisphère nord, et même des choses plus amusantes, comme par exemple la punaise de l'ortie. La punaise de l'ortie, ça a permis d'éclaircir une partie des raisons de la chute de l'Empire romain. Pour la punaise de l'ortie, qui est un petit animal, donc un petit parasite de l'ortie, qui pousse beaucoup plus au nord dans les périodes chaudes que dans les périodes plus froides. Mais est-ce que quand même, par rapport à la question de notre auditeur, est-ce que quand même la mesure qu'on a aujourd'hui, alors évidemment vous avez parlé effectivement des progrès de la technologie là-dessus qui sont énormes et très importants, de la technique, mais on a aujourd'hui une juste évaluation pour qui ne veut pas donner dans les croyances, dans les religions ou dans les fanatismes d'ailleurs, ça se suit. On a une évolution assez précise des changements, Alors on a évidemment, plus on se rapproche de notre époque et plus c'est précis, plus on s'en éloigne et moins c'est précis. Ouais. Mais on a quand même beaucoup progressé. Il y a aussi l'analyse de ce qu'on appelle les spéléothèmes, c'est-à-dire les stalagmites, dont les modifications isotopiques permettent de retracer de façon très fine l'évolution de l'hygrométrie, mais aussi des températures. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, parce que vous évoquez le début du XXe siècle, mais en ce qui concerne les températures elles-mêmes, les mesures les plus fiables, elles ne remontent qu'à l'année 1979, pour être précis, c'est-à-dire le moment où les satellites ont permis d'évaluer la température de la troposphère, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère qui est au-dessus du sol, dans les quelques centaines de mètres. 1979. Donc, et c'est ça en fait les mesures les plus précises qu'on a, c'est-à-dire ce sont ces mesures-là qui nous permettent de savoir que par exemple la température du globe a très peu augmenté, contrairement à ce qu'on nous dit au cours des 3 dernières années. Ouais. Et donc, si on veut se référer à des températures, à des mesures vraiment précises, encore qu'il y a aussi des controverses sur l'exploitation des températures mesurées par satellite, il faut se remonter à cette période très très courte, 40 ans, extrêmement courte. 40 ans. Voilà. On dit souvent qu'il n'y a pas de variation climatique. On ne peut pas estimer qu'il y ait une variation climatique significative à moins de 30 ou 50 ans. Voilà. Et en deçà, on est devant des variations de caractère chaotique dont on ne peut pas tirer de conséquences claires. Non. Une page de pub et on continue de recevoir nos auditeurs sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est 13h47 sur Sud Radio et c'est le moment pour les auditeurs d'intervenir dans le face-à-face. On accueille tout de suite Jean de Paris qui se pose la question si les variations climatiques récentes, on peut les expliquer. Bonjour Jean.
Jean. Oui, Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Effectivement, je vais préciser ma question, mais je voudrais en profiter pour faire une toute petite suggestion à monsieur Berkoff. Dites-moi. Sur des sujets comme cela, est-ce que ça serait pas bien d'avoir en fait, par exemple, la représentante du GIEC et monsieur Postel-Vinet, parce que les auditeurs pourraient peut-être faire le tri entre ce que vous appeliez vous-même tout à l'heure les énoncés dogmatiques et les véritables raisonnements scientifiques. C'est vrai. Alors, je vais vous dire, vous avez tout à fait raison. On organise de temps en temps des débats comme ça, mais je vais vous répondre quelque chose. Comme on entend les représentants du GIEC 100 000 fois plus que M. Postel-Vinet, je donne la parole quelquefois à des gens dont les trois quarts des médias ne donnent auxquels les trois quarts des médias ne donnent pas la parole. Donc c'est une question déjà d'équilibrer avant de faire un débat. Parce que le débat, vous savez, c'est bien, mais le débat, il faut d'abord, pour moi, ce qui est plus important, c'est d'assurer un certain équilibre qui est très très déséquilibré entre les gens qu'on entend. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, hein, loin de là, mais des gens qu'on entende énormément dans les médias et des gens qu'on entende beaucoup moins. Donc après, on fera ces médias, mais sur le fond, je suis d'accord avec vous. Allez-y Jean, alors, dites-moi. Très bien, merci André. Alors ma question précise pour monsieur Postel-Vinet, c'est pour parler par exemple des évolutions climatiques supposées les plus violentes, hein, comme celles alléguées actuellement, on va dire de quelques degrés en quelques décennies. Donc M. Postel-Vinet nous dit qu'il y en a eu dans le passé, enfin, il y a quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, mais est-ce que rétrospectivement on a des idées, ou en tout cas il y a des thèses scientifiques un petit peu sérieuses qui donneraient une certaine causalité? Alors, est-ce que c'est par exemple des éruptions solaires? Est-ce que c'est des éruptions volcaniques? Est-ce que c'est des inversions de magnétisme de la Terre, des variations de trajectoire de la Terre autour du Soleil, des choses comme ça? Est-ce qu'on a un début d'explication, enfin au moins en termes de thèse, enfin, d'hypothèse? Alors dans mon livre, c'est pas pour en faire la promotion, mais si par hasard vous tombez dessus, dans mon livre, après avoir évoqué justement toute une série de changements climatiques depuis les origines de Sapiens, je fais un dernier chapitre dans lequel je reprends tous les événements l'un après l'autre pour dire, en gros, très rapidement, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, à ma connaissance. Alors, maintenant, parmi les causes que vous avez évoquées, il y en a une qui est beaucoup plus importante que toutes les autres, ce sont les variations de l'orbite terrestre, ce sont les variations de l'inclinaison de la Terre et de l'orbite terrestre. Et la conjonction entre ces variations, auquel il faut ajouter, en effet, l'activité du Soleil proprement dit. Mais par exemple, la cause... En réalité, quand on creuse, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas vraiment tout à fait la cause, mais au moins, on sait que certains éléments jouent un rôle essentiel. Il est absolument certain que les variations de la manière dont la Terre tourne autour d'elle-même, hein, vous savez, un peu comme avec notamment un mouvement qui est comparable à celui d'une toupie, ce type de variation joue un rôle tout à fait central, notamment dans le déclenchement des cycles glaciaires et des interglaciaires. Là, il n'y a absolument aucun doute. Maintenant, vous évoquez aussi l'activité du Soleil proprement dit. L'activité du Soleil proprement dit, hein, notamment l'activité de ce qu'on appelle les taches solaires. Ça joue un rôle clair, mais sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. L'une des difficultés de toute cette affaire, hein, c'est les échelles de temps qui se télescopent les unes les autres. Et donc sur des échelles de temps beaucoup plus courtes, et notamment ce qui s'est passé pendant l'optimum médiéval et ensuite le petit âge glaciaire en Europe, l'évolution des taches solaires montre une corrélation très claire. Maintenant... Je parlais spécialement de ces échelles de temps courtes, effectivement. Ah d'accord. Alors sur les échelles de temps courtes, vous avez aussi toute une série d'oscillations océaniques, d'oscillations atmosphériques qui exercent un rôle central. Mais deux choses. D'une part, on connaît mal l'origine de ces oscillations. Hein, il y en a partout sur la planète. Et on connaît mal la manière dont ces oscillations interagissent les unes avec les autres. Par exemple, le fait que la température des 2-3 dernières années, d'après l'OMM, je ne l'ai pas inventé, est presque stable, contrairement à ce qu'on pourrait croire souvent, eh bien, c'est dû au fait que nous sommes dans une période où l'oscillation
dite El Niño, El Niña, qui est une oscillation du Pacifique, de l'océan Pacifique, donc est dans une période dite El Niña, c'est-à-dire de faible activité, ça dépend. Voilà, oui. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qu'on connaît, d'autres on connaît moins. Hein, il y a beaucoup de trous noirs en climatologie. Il y a beaucoup de trous noirs et beaucoup plus qu'on l'imagine. Et les climatologues sérieux les analysent, les auscultent, proposent à leurs doctorants de faire des thèses là-dessus qui parfois tombent dans les trous noirs, elles aussi. Merci beaucoup, Jean. Et on reçoit tout de suite Nicolas de l'Aude qui aimerait en savoir plus sur la zone chaude dans le Pacifique. Bonjour, oui, Nicolas. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Postelvinet, bonjour Lucien. Il est bien, Lucien, il est bien. Il est très bien. Merci beaucoup. Et donc oui, vous avez dit tout à l'heure, vous parliez de cette zone chaude dans le Pacifique. Vous avez un peu répondu à la question que j'avais, enfin la question du précédent interlocuteur. Oui. C'était à savoir, est-ce que c'est dû aux zones volcaniques, enfin aux volcans sous-marins? Et il y avait aussi une histoire, j'ai cru comprendre qu'il y avait un déplacement des pôles magnétiques dernièrement qui avait été constaté. Est-ce que cela pourrait jouer sur la température terrestre? Oui, alors là, le sujet des pôles magnétiques, honnêtement, je ne le connais pas bien, donc je ne vais pas vous répondre. En ce qui concerne la zone chaude du Pacifique, qui en gros est, si vous voulez, au large du nord de l'Australie, des Philippines, etc., cette zone-là, non, elle n'est pas liée à un phénomène volcanique. Non, ce sont des phénomènes de concentration d'eau chaude dont on connaît plus ou moins l'origine, mais qui n'est pas d'origine volcanique. Mais cela dit, les volcans ont joué un rôle important, parfois beaucoup plus important qu'on l'imagine, dans l'histoire des changements climatiques. Ça, c'est certain. Et notamment le déclenchement du dernier âge glaciaire vers 72 000 ans à peu près est contemporain d'une énorme explosion volcanique, aussi énorme qu'on n'en a jamais connu d'aussi grande depuis et de très loin, dont on pense qu'elle a pu créer une région, non, là au contraire une période de froid sur l'ensemble du globe. Alors justement, je voudrais, on arrive hélas en fin d'émission, mais on refera évidemment sur ce sujet, y compris des débats. Mais Olivier Postelvinet, en fait, cette histoire bien chahutée que vous racontez de façon passionnante dans votre livre, est-ce qu'au fond, est-ce qu'elle ne mérite pas, elle mérite évidemment des débats, et elle ne mérite pas surtout de creuser un peu tout ça, parce qu'au fond on se dit, le livre, moi je dis toujours ça à nos éditeurs, je veux dire, écoutez-nous, mais lisez, parce que ce qui est important c'est d'aller effectivement et de prendre le temps d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, comment arrêter un peu un certain nombre de délires au sujet du climat? Est-ce que vous avez non pas une recette, mais une idée? Je n'ai pas d'autre recette que d'inviter les responsables, d'une part les climatologues sérieux et d'autre part les journalistes les plus sérieux, à faire un effort pour s'informer, réfléchir, relativiser, montrer que les choses sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'elles paraissent. Et moi, mon rêve, ce serait que mon livre, qui donne les bases d'une réflexion, mais qui ne prétend pas à la vérité scientifique, que ce livre serve de support pour une discussion sérieuse entre spécialistes et qui finalement nous permettent de mieux comprendre dans quelle mesure nous sommes effectivement les hommes à l'origine du réchauffement actuel. Un réchauffement qui, encore une fois, qu'il faut pas exagérer, hein, c'est 1,15 degrés depuis 150 ans. C'est très peu par rapport à des réchauffements qui ont eu lieu dans le passé. C'est-à-dire plus 1,15 degrés depuis 150 ans. Pardon, voilà. Plus 1,15 degrés, oui. Voilà, il faut savoir garder. Merci Olivier Postelvinet. Merci beaucoup Olivier Postelvinet, auteur de Sapiens et le climat, édition de La Cité. Tout de suite l'émission de Brigitte Lay.